En direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va se pencher sur ce qui s'est passé à Marseille. Un narcomicide avec un tueur présumé qui a 14 ans. Il a été écroué. Ce jeune avait reçu un contrat de la part d'un autre délinquant qui était incarcéré. Il devait tuer un autre narcotrafiquant. Malheureusement, un chauffeur de VTC l'a conduit sur les lieux où il devait commettre son assassinat. Il a refusé d'attendre ce jeune homme. Le jeune homme l'a abattu d'une balle dans la tête. Grégory Juron, on est en plein cauchemar, en réalité, dans la cité phocéenne. On va juste écouter le procureur de la République de Marseille qui a donné une conférence de presse, Nicolas Besse. C'est lui qui avait tenu des propos, Besson, qui avait tenu des propos assez inquiétants il y a quelques mois. Il dépeint une jeunesse marseillaise en totale perte de repères qui commet des crimes de plus en plus graves, de plus en plus tôt. Perte totale de repères qui va faire que des jeunes garçons vont répondre à des annonces, non pas pour aller faire les vendanges ou même pour vendre de la résine de cannabis sur un point de deal, mais pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords. Malgré son jeune âge, une quinzaine de condamnations et il est actuellement en détention provisoire à Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et une association de malfaiteurs. Voilà pour le tableau. On a réellement ce que je disais, quasiment la totale. Là, un tueur de 14 ans, donc ça interpelle sur l'âge de ces délinquants. Un commanditaire qui est en prison et au final une victime totalement innocente, une victime collatérale, qui est ce chauffeur de VTC, Grégory Juron. On sera en ligne dans un instant avec Frédéric Ploquin. Ouais, clairement, c'est le scénario du pire presque. Hein. Ça démontre aussi toutes nos failles éducatives, pénales, 15 faits, 14 ans. C'est quand même juste un pédigré déjà quand même assez énorme pour un si jeune âge. Le sens de la peine quand on est en prison, c'est-à-dire qu'on a quand même un criminel qui est en prison et qui finalement continue son activité criminelle alors qu'il est censé normalement être à l'écart et la société protégée de ses agissements. On voit bien qu'en fait finalement tout continue pour lui assez normalement parce qu'il arrive malheureusement à commanditer un meurtre et en plus au milieu on a en effet une victime innocente qui était simplement un père de chauffeur, famille qui était chauffeur de taxi. Voilà. C'est quand même dramatique et ça interpelle sur le pouvoir justement de ces trafiquants qui vont, sans trahir de secret, aller jusqu'à justement recruter très loin de Marseille quand même. Là, c'est un jeune Marseillais, mais il n'y a pas si longtemps, c'était des gens qui venaient de l'ouest de la France et qui faisaient le déplacement à Marseille. Ils les changent pour pas qu'ils soient repérés par les policiers. Donc c'est quand même très inquiétant. Frédéric Ploquin est avec nous en ligne. Bonsoir Frédéric. Vous êtes journaliste, spécialiste de ces questions de banditisme, auteur de ce nouveau livre « Confession d'un patriote corse ». Frédéric, ça vous interpelle, mais ça ne vous surprend pas, j'imagine, ce qui s'est passé à Marseille et ce qui se passe quasiment tous les jours? Il a une trentaine d'années, il est en prison et il considère cette main-d'œuvre vraiment comme une main-d'œuvre qu'on va envoyer à l'égout quasiment. Et je pense que ça en dit long sur l'organisation commerciale du trafic du stupéfiant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des caïds qui peuvent être en prison ou à Dubaï, qui commanditent une espèce de sur place, sur le terrain, des jeunes qui sont véritablement de la chair à canon. Et là, je veux dire, l'exemple est tellement extraordinaire, tellement frappant. C'est-à-dire qu'il envoie ce jeune au casse-pipe, mais pire que ça. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement nouveau dans ce fait divers-là, dans cet événement, dans ce crime. C'est que le gars, il est en prison, il commandite un assassinat depuis sa prison, et ensuite il appelle la police pour dire j'ai commandité un assassinat, le gars il est là, il s'est planté, il n'a pas fait le bon boulot. Donc en plus on est dans une espèce de transparence du crime qui est la négation totale de ce qu'est le crime organisé. Et normalement la voyoucratie tue en silence et en secret, n'hésite pas ses armes. Là on a affaire à une classe criminelle naissante qui expose ces crimes, c'est-à-dire que c'est quelque chose un peu comme si finalement, en fait, il l'expose d'ailleurs pas tellement pour vous et moi, Laurence, pas du tout, parce qu'ils sont dans un autre monde et un autre univers. Ils exposent cette violence, ils la déploient en utilisant, en montrant même les armes qu'ils utilisent, etc., pour terroriser l'adversaire. Mais en réalité, de nous, de vous, de moi, nous n'en avons rien à faire. Et tant pis si nous, on est choqués. Mais le but, c'est pas de nous choquer, nous. Le but, c'est de choquer l'ennemi. Ils sont à Marseille dans une espèce de guerre de gang, de guerre à mort, qui va d'ailleurs continuer. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais à chaque fois, il y a un niveau de violence supérieure qui est utilisé. Là, il y a les coups de couteau, puis ensuite, on fait cramer les cadavres, et ensuite, je veux dire, on torture. Donc, voilà, on a affaire à une génération de jeunes qui sont nés
avec la violence, qui ne voient que comme avenir la promotion sociale dans le gang. Et là, on a un jeune de 14 ans qui dit « Oui, chef, j'y vais. Oui, chef, j'y vais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui promet à ce jeune ? On lui promet probablement une espèce de promotion sociale au sein de ce gang. Et il se dit, bah, lui, à 14 ans, c'est l'âge auquel on est en classe de 3e, on est en formation, on est un ado, on n'a pas encore toute sa tête, etc. Et c'est là qu'il les recrute, c'est là qu'il leur retourne le cerveau. Et tout d'un coup, j'alerte là-dessus, c'est qu'il y a peut-être des dizaines de jeunes qui potentiellement peuvent basculer là-dedans, à qui on va retourner le cerveau en disant, l'avenir c'est ça, tu nous obéis, tu fais ce crime, ou cet attentat, pourquoi pas, et puis tu verras, tu seras un grand, tu seras quelqu'un, tu vas exister, et peut-être même que tu seras un jour intégré à des aides mafias, je ne sais quoi, parce qu'en réalité c'est ça, ces gangs sont l'avenir aujourd'hui de ces jeunes. Ces jeunes considèrent ces gangs comme leur seul débouché, leur seul avenir, et le seul fait qu'on leur promesse d'intégrer, de monter dans ces gangs, ça s'excite suffisamment pour se mettre en danger de mort. Mais Frédéric, cet adolescent-là, c'est encore pire, c'est qu'il a tué un innocent, il a tué le chauffeur de VTC qui n'a pas voulu l'attendre alors qu'il venait commettre un crime. Et il l'a battu froidement d'une balle dans la tête. Alors il dit qu'il n'a pas fait exprès, que le tir était accidentel, hein, bien sûr. Peut-être, mais de mettre des armes entre les mains d'enfants de classe de 3e, c'est quand même prendre le risque qu'il y ait ce genre de choses. Je veux dire, moi, je me souviens, en classe de 3e, on jouait à la guerre dans la cour de récréation, mais on avait des armes en bois ou en plastique. Alors, imaginez aujourd'hui, vous leur mettez des 357, des 358, des armes de guerre, en fait. Vous leur mettez entre les mains et vous leur dites, allez, vas-y. Évidemment, ils ne savent pas s'en servir. Évidemment, ils n'ont pas de sang-froid. Évidemment, ils n'ont aucune expérience. Donc, c'est là où ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'autrefois, les guerres du milieu à Marseille, elles se géraient entre grands voyous. Ils s'entretuaient, ok, très bien. Aujourd'hui, malheureusement, ces guerres nous concernent. Pourquoi ? Parce que ces individus qui se tirent dessus ne savent pas manier ces armes, les manient devant des écoles, comme là ça s'est passé, et que les balles perdues, ça peut être pour vous, ça peut être pour moi, ça peut être pour cette jeune fille qui étudiait à Marseille et qui s'est fait tuer dans son appartement, ça peut être pour ce chauffeur de VTC. Et c'est ça le problème, c'est que cette guerre nous éclabousse, parce qu'ils sont totalement hors de contrôle. On va écouter juste Bruno Retailleau, il était cet après-midi à l'Assemblée nationale, il a évoqué ce qui s'est passé à Marseille. Écoutez ce qu'il a dit. Un homme, père de famille, a payé de sa vie. Il a été tué froidement par un gamin de 14 ans. Par un gamin de 14 ans. Son bras, à ce jeune de 14 ans, a été armé par un commanditaire depuis la prison. Depuis la prison. Évidemment, on voit bien que derrière cette affaire, il y a le narcotrafic. Il y a des règlements de compte entre bandes. Et ça n'est pas supportable. Une des priorités du gouvernement, de mon ministère de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de lutter contre le narcotrafic. Parce que c'est devenu une racine, une cause racine de toutes les hyperviolences. Et parce que le narcotrafic est en train de retirer sur un certain nombre de nos territoires jusqu'à notre souveraineté en corrompant un certain nombre de réseaux. C'est insupportable. Voilà pour Bruno Retailleau. Un dernier mot, Frédéric Ploquin. Est-ce que le pouvoir politique est impuissant ? On sait que les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'endiguer ce phénomène du narcotrafic, mais ils sont submergés par les masses d'argent, par ce que génère le trafic en réalité. Bah écoutez, depuis que le trafic de drogue se développe en France, il y a 10-15 ministres de l'Intérieur qui se sont cassés les dents, mais ils ont quand même fait du bon boulot. Il faut pas... Alors, en fait, les ministres de l'Intérieur, ceux qui travaillent, ce sont les policiers sur le terrain qui se lèvent le matin ou le soir pour ceux qui travaillent la nuit et qui vont au charbon. Et eux, je peux vous garantir qu'ils y vont. Et ils obtiennent du résultat. Le problème, c'est que ce marché aujourd'hui de la drogue est totalement incontrôlable. Il y a des consommateurs absolument partout. En fait, c'est un marché en progression permanente et que du coup, ils recrutent tous les jours de nouveaux acteurs qui sont prêts à risquer leur vie pour gagner quelques milliers d'euros. Donc, effectivement, ne pas impuissant. Oui, on a du mal. C'est vrai que c'est relativement difficile à contrôler et qu'aujourd'hui, pour contrôler ce marché, il faudrait déjà se donner les moyens peut-être d'aller négocier avec les pays producteurs, ce qui est pas facile, je le reconnais, et qui est une tâche diplomatique très complexe. Mais en attendant, sur le terrain, le procureur de Marseille le disait, on a affaire à une guerre de plus en plus asymétrique.
C'est ce qu'a dit le procureur. Hein. Le mot est n'est pas à prendre à la légère. Quand il parle de guerre asymétrique, il disait que le rapport de force était ponctuellement aujourd'hui en défaveur des forces de l'ordre. Merci Frédéric Ploquin, Confession d'un patriote corse aux éditions Fayard. C'est votre prochain roman avec Jo Peraldi. Grégory Geron, je vous ai vu acquiescer pendant tout ce que disait Frédéric Ploquin. Oui, surtout sur le rapport de force et la guerre asymétrique. Un exemple dans cette affaire-là, par exemple, le coup de fil a été passé de la prison. Alors, on a les difficultés pour empêcher les téléphones de rentrer dans les prisons, mais même quand on met un brouilleur. Oui, dans une prison. Dans une prison. En fait, ça marche, des brouilleurs, oui, ça marche pour la 3G. Pour l'étranger, c'est-à-dire ? Pour la 3G. Ah, la 3G, pardon. Et pour la 4G, ça marche moins bien, et pour la 5G, ça marche plus. Donc en fait, nos éléments techniques sont déjà pas adaptés à ce qu'ils peuvent faire entrer. Donc quand on parle de guerre asymétrique et de moyens, c'en est le plus bel exemple. C'est-à-dire que tant qu'on ne mettra pas des moyens monstrueux pour lutter contre le narcotrafic, on sera de toute façon toujours un ton en dessous, ponctuellement. Et puis demain, malheureusement, peut-être quotidiennement.